Bonjour et bienvenue dans la rencontre de personnalités. Aujourd'hui, j'accueille François Mazon, qui est avocat, spécialiste de droit pénal des affaires. Bonjour, bienvenue sur le plateau. On va faire connaissance, vous allez me raconter un peu votre parcours et qui est assez atypique puisque vous avez commencé en tant que dirigeant d'entreprise et vous êtes devenu avocat. Qu'est-ce qui a produit cette vocation et parlez-nous peut-être déjà de l'entreprise dans laquelle vous étiez, que vous pilotiez. Oui, c'est ça. J'ai en gros eu deux vies. Aujourd'hui, je suis avocat, mais je n'ai pas toujours été avocat. Ma première vie, j'étais dans l'entreprise. Moi, j'ai une formation d'ingénieur. J'ai fait l'école centrale. Et ensuite, j'ai travaillé dans le monde de l'informatique pendant près de 30 ans. IBM, Econocom au Japon et Capgemini, qui est certainement la société qui m'a le plus marqué. Et je suis resté à peu près 15 ans. Et j'étais directeur général de Capgemini France. Voilà. Et à 50 ans, pile, le jour de mon anniversaire, j'ai décidé de tout arrêter et de changer de vie pour devenir avocat pénaliste. Qu'est-ce qui fait qu'on change de vie à 50 ans C'était une vocation déjà Oui, c'est deux choses. C'est une vocation d'abord. Moi, j'ai toujours été fasciné par ce métier. Quand j'avais 15 ans, alors c'est des livres, c'est des films, c'est des choses comme ça, une vision un peu romantique de l'avocat. Mais l'avocat pénaliste, celui qui plaide, celui qui est en robe, celui qui est devant les cours d'assises. Et puis comme j'ai fait grandes écoles, voilà, j'ai pas suivi une voie dans le droit. Et en fait, j'ai été mis en cause par la justice pénale en tant que dirigeant d'entreprise. Dirigeais donc Capgemini qui faisait 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. J'ai été placé en garde à vue, j'ai eu perquisition. Enfin, j'ai vraiment vécu. Vous avez eu l'expérience du chef d'entreprise déjà. Je dis souvent ce sujet, je le connais à 360 degrés. J'ai été dirigeant d'entreprise, je suis avocat défendant des dirigeants d'entreprise et j'ai été mis en cause par la justice pénale. Donc j'ai une vision vraiment à 360 degrés du sujet. Et donc quand vous accompagnez les chefs d'entreprise, vous savez vraiment de quoi vous parlez en fait. Exactement. Les sensations qu'ils ont quand ils arrivent en garde à vue, enfin tous ces moments. Exactement. Je sais ce que c'est quand moi la première acte d'enquête que j'ai subi, c'est une perquisition. Donc une journée entière, 5 policiers, commissaires qui viennent perquisitionner votre bureau, une garde à vue qui dure 15 heures, on vous enlève vos lacets, votre ceinture et tout le reste, un interrogatoire par un juge d'instruction. Donc tout ça, je l'ai vécu de l'intérieur, en vrai. Je ne l'ai pas lu dans les livres, pas lu dans les journaux, je l'ai vécu. Quels sont les premiers conseils qu'on peut donner aux chefs d'entreprise justement quand ils arrivent à cette situation ? Je pense qu'il faut appeler un avocat, mais sérieusement, je pense que le dirigeant d'entreprise est très peu préparé finalement à ce type de situation parce qu'il n'imagine pas, c'était mon cas. Moi, quand le commissaire de police m'a dit, j'étais à la brigade financière à Paris, monsieur, vous êtes en garde à vue, le ciel m'est tombé sur la tête. Je n'imaginais pas que je puisse être placé en garde à vue. Et pourtant, c'est la réalité. Aujourd'hui, c'est mon métier. Donc, je dirais toutes les semaines, moi, j'assiste des dirigeants formidables, de parfaite bonne foi, qui se retrouvent placés dans audition libre, garde à vue. Donc, on n'est pas préparé à ça. Donc, l'avocat est très important de ce point de vue-là, parce que lui, il va vous expliquer ce qui se passe, il va relativiser un peu tout ça. Ce n'est pas lui qui répond à votre place, mais il peut vraiment vous aider. Et puis moi, je fais beaucoup de formation en prévention du risque pénal, donc avant même que tous ces actes d'enquête arrivent, de façon, encore une fois, l'inquiétude vient souvent de la méconnaissance. On est surpris. Quand on n'est pas surpris, déjà, l'angoisse tombe. Quels sont les conseils qu'on va donner à un chef d'entreprise, là justement, en prévention ? Qu'est-ce qu'il doit regarder de près ou de loin dans son entourage ? Alors, moi, quand on fait de la prévention du risque pénal dans l'entreprise, moi je recommande 3 actions. Une action de cartographie du risque pénal, c'est-à-dire qu'une entreprise, selon son domaine d'activité, si vous êtes dans l'agroalimentaire, si vous êtes dans l'événementiel, si vous êtes dans le logiciel, vous n'êtes pas sensible aux mêmes risques. Et c'est important d'identifier. C'est quoi ces risques pénals, par exemple ? C'est par exemple des risques. Aujourd'hui, les grands risques sur lesquels moi je travaille, c'est les accidents du travail. L'accident du travail peut, et même est assez souvent, un risque pénal, c'est-à-dire qu'il peut vous emmener devant un tribunal. Dans les infractions du même type, c'est-à-dire non intentionnelles, vous avez tout ce qui est aujourd'hui atteinte à l'environnement, mais vous avez aussi le harcèlement moral, le travail dissimulé, la corruption, l'escroquerie, tout ça, l'abus de biens sociaux, enfin tout ça sont des risques pénaux qui pèsent sur l'entreprise. Donc identifier selon son secteur d'activité, selon votre structure juridique, géographique, quels sont vos risques. Parce que moi je pense que la lucidité évacue l'anxiété. Quand vous savez quels sont vos principaux risques, vous mettez en place des plans d'action, des formations, des choses comme ça, et déjà vous êtes beaucoup plus préparé à ce type de situation. Les délégations de pouvoir,
Pour moi, C'est-à-dire, par exemple ? La délégation de pouvoir, c'est un outil qui permet de transférer les responsabilités au bon endroit. Ce n'est pas une fuite de responsabilité. Vous êtes patron d'une entreprise, vous avez une activité logistique, vous avez un entrepôt. Vous déléguez le pouvoir au responsable de l'entrepôt, ce qui fait que si jamais il y a un accident du travail, par exemple à l'intérieur de l'entrepôt, c'est le délégataire qui est pénalement responsable. Mais le fait de l'avoir rendu responsable va éviter le risque. Pour moi, la délégation de pouvoir, ça n'est pas transférer la patate chaude à quelqu'un d'autre, c'est éviter le risque. Et la troisième action fondamentale, c'est la formation. Parce que très souvent, voire même tout le temps, les dirigeants ne connaissent pas le risque pénal dans leur entreprise. Donc s'ils ne le connaissent pas, s'ils ne savent pas qu'il y a une ligne à ne pas dépasser, s'ils ne connaissent pas l'endroit où se trouve cette ligne, forcément on met le pied dessus. Donc l'idée c'est, j'identifie mon risque, je délègue le pouvoir et je forme. Si vous mettez ces trois actions ensemble, vous diminuez très fortement la probabilité du risque. Alors pourquoi vous avez choisi Marseille ? J'ai choisi Marseille non pas parce que le marché pénal est très important, parce qu'on me dit toujours ça, on me dit tu t'es installé à Marseille, parce que forcément, gros marché en forte croissance. Non, même si effectivement il y a un marché intéressant, mais il n'y a pas qu'à Marseille, c'est parce que je voulais habiter sur la mer. Voilà, moi quand j'avais 15 ans, j'avais 3 rêves. Je voulais devenir avocat, je voulais traverser l'Atlantique à la voile et je voulais un jour habiter sur la mer. C'est un jour quand j'ouvre mes volets le matin, tous les matins, il y a la mer. Et donc j'ai fait les 3. Je suis devenu avocat, j'ai traversé l'Atlantique à la voile et maintenant j'habite sur la mer. Excellent. Et quelles ont été les personnes inspirantes dans votre carrière ? Il y en a beaucoup, mais dans les plus importantes, probablement le président de Capgemini, le fondateur, qui s'appelait Serge Kampf, qui m'a tout appris de ce qu'est diriger une entreprise, de ce qu'est motiver des équipes, avoir des idées claires, raisonner simplement. Un personnage exceptionnel, vraiment exceptionnel. Dans mon métier d'avocat, Christophe Basse, qui est mon associé. Moi, je n'aurais rien pu être en tant qu'avocat si je n'avais pas pu m'associer à quelqu'un comme lui, donc un avocat de 25 ans d'expérience, Marseille, qui m'apprend tout, qui continue à m'apprendre ce métier. Donc voilà, 2 personnes dans mes 2 vies différentes qui m'ont beaucoup inspiré. Et aujourd'hui, quel est le prochain challenge ? Alors, j'ai un challenge professionnel, c'est que je voudrais que notre cabinet soit un des cabinets de référence en France. Voilà, moi, je suis rentré dans le monde des avocats avec une vision un peu d'entrepreneur ou d'entreprise, et donc j'aime avoir des visions, des objectifs. Donc, notre objectif, c'est que notre cabinet, dans 5 ans, on s'était dit il y a 5 ans, donc dans 5 ans, devenir un des cabinets de référence, c'est pas forcément le plus gros, mais un de ceux qui comptent. C'est-à-dire, voilà, il y a un procès, il y a une décision qui surprend, il y a un arrêt de la Cour de cassation étonnant. On appelle Basse-Mazon, qu'est-ce que vous en pensez ? Pour moi, c'est ça un cabinet de référence, donc ça c'est mon objectif professionnel. Et puis j'aimerais, parce que j'ai plein de choses à dire, j'aimerais arriver à écrire quelque chose sur cette vision de la justice par un ancien dirigeant d'entreprise, parce que il y a plein de choses à écrire, simplement je n'arrive pas à trouver le temps de le faire, mais j'espère bien le faire. Bon, merci de cet entretien passionné et passionnant. Merci pour cette vision que vous portez et merci aussi pour les conseils que vous avez portés à tous ces entrepreneurs qui, demain, si jamais ils ont cette épée de Damoclès qui leur tombe dessus, eh bien, je suis sûr qu'ils feront appel à un avocat et bien sûr un avocat spécialisé dans le droit pénal des affaires et le meilleur cabinet de France qui est le vôtre. François, merci. Merci à vous. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. À bientôt.